Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. L'émission de cette semaine va commencer par la culture et nous allons commencer par les enfants car l'adulte doit savoir absolument d'où il vient mais l'enfant qui sommeille en lui est toujours présent. Et pour ce faire, nous allons donner la parole à notre amie Nathalie Crémisy-Zilberman. Bonjour Nathalie. Bonjour Monique, vous allez bien? Très bien. Nathalie, je rappelle que vous êtes l'attachée de presse et la chargée de la communication des éditions Usborne. Et d'emblée, je vais vous demander, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Usborne, comment définiriez-vous Usborne? Alors déjà, la maison Usborne existe depuis plus de 40 ans. Elle a été créée par Peter Usborne. C'est un homme qui a pas mal bourlingué de par le monde, mais qui a une adoration pour la culture française, puisqu'il a fait ses études à l'INSEAD de Fontainebleau. Suite à ça, il a créé évidemment un journal satirique qui est l'équivalent du Canard enchaîné en Angleterre. Et quand il a appris que sa femme allait avoir leur premier bébé, et ben c'est là qu'il a décidé de créer sa propre maison d'édition. Et il a voulu, en dehors des sentiers battus, faire une maison d'édition beaucoup plus moderne. Vous savez, pas les histoires un peu anciennes, telles à la Dickens ou à la Andersen. Non, non, des choses modernes avec des documentaires, des livres interactifs et surtout des livres de proximité. Donc c'est depuis plus de 40 ans, je considère, et on considère de par le monde que c'est vraiment un livre qui a été fait avec le cœur, pour les enfants et avec les enfants. Et alors Nathalie, ce qui est magnifique, c'est que les livres pour enfants Usborne sont traduits en plus de 100 langues. Exactement, nous avons aussi bien du coréen que du chinois que du portugais par exemple, mais également en hébreu, également en espagnol, en allemand. Depuis maintenant 3 ans, nous éditons également des livres en Allemagne, qui a été un marché très long à conquérir, mais nous sommes de partout, de par le monde, et parce que nos livres naissent d'abord en anglais, vous pouvez les retrouver de partout en langue originale dans le monde entier. Ça, c'est aussi un point d'or que Peter Usborne se fait parce qu'on doit diffuser au plus grand nombre et atteindre même les petites contrées les plus reculées, en tout cas de l'Angleterre, pour donner l'envie à l'enfant de lire et de découvrir la lecture. Alors Nathalie, pour l'édition anglaise, je crois que c'est publié sous le nom d'Usborne Publishing. Oui, parce que la maison s'appelle au départ Usborne Publishing. Et puis, dans les différents pays dans lesquels nous nous trouvons, nous avons en France Édition Usborne, en Italie Edizioni Usborne, en Espagne pareil, Ediciones Usborne, et ainsi de suite, puisque vraiment nous sommes... Alors, je vous attends en coréen, comment qu'on le dit? Alors là, j'ai un peu de mal et il est vrai qu'à l'âge de Peter Usborne, il est encore en train d'apprendre le coréen parce que c'est un marché très très foisonnant et il faut savoir que les Coréens sont très très attirés par les couleurs et des livres objets ou des livres à matière. Donc c'est vraiment un nouveau marché à conquérir. Et maintenant, une fois que nous avons mis le pied dedans, nous adorons ce pays parce que on nous fait aussi découvrir d'autres facettes de cette Asie qui est fantastique, magique et à la fois mystérieuse. Alors Nathalie, pour revenir à Usborne, votre grande force, ce sont justement ces couleurs qui attirent. Et nous allons, si vous permettez, parcourir par âge, par tranche d'âge. Par exemple, de 0 à 2 ans, vous proposez quelques thèmes magnifiques. Allons-y, Nathalie. Alors, évidemment, dans l'univers Usborne, nous avons le monde de l'éveil, avec 2 grosses collections. La première, c'est Avec mon doigt. C'est une collection avec des chemins de doigts, des rabbins, des matières à toucher, très colorées. Vous avez sur la première de couverture un signe bien distinctif de la collection puisqu'elle a une bordure avec 1001 couleurs et puis des animaux qui sont récurrents comme le lapin, le panda, le lion. Vous voyez, ce genre d'animaux qui attirent l'œil. Et puis, dans cette collection Avec mon doigt qui se décline sous la forme de livres musicaux, de livres avec des rabats, des imagiers, des livres à matière, des livres en tissu, des livres cartonnés. Donc vous voyez, il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges et même pour faire des cadeaux de naissance. Donc ça, c'est la première collection en éveil.
Et la deuxième, qui existe maintenant depuis plus de 40 ans, c'est la collection des Toudou Osborne. Et le petit, vous allez trouver où est ma licorne, où est ma princesse, où est mon camion, où est mon avion, où est mon lutin, où est mon monstre, où est ma girafe. Et à l'intérieur, vous avez une petite souris blanche qui va vous accompagner pour découvrir qui est votre Toudou préféré en réalité. Alors prenons la licorne parce que là il y a un beau jasper, il y a du sentiment sur les pages. Et là on va découvrir au fil des pages où se trouve cette belle licorne qui doit être blanche avec une belle crinière multicolore et surtout une corne rose. Donc, il faudra attendre la fin du livre pour découvrir où elle se cache, bien évidemment. Mais là encore, le carton est épais, les matières sont très douces ou un peu rugueuses ou un peu grattantes. En fait, différentes matières pour donner l'envie à l'enfant de se dépasser et surtout de découvrir le monde de l'enfance, d'abord par le gouffre, parce que d'abord par le toucher puis par le goût, et ensuite à s'imprégner des mots que l'adulte ou le grand frère ou la grande sœur ou la grand-mère ou le grand-père liront en tout cas à cet enfant. Donc voilà deux grosses collections dans le monde de l'éveil. Alors, vous avez des thèmes qui permettent un petit peu d'amoindrir l'angoisse des petits, donc ou des 3-5 ans. Par exemple, vous avez le thème de la nuit, de la forêt. Oui, vous savez, le moment de dormir est toujours un moment très délicat. On le sait, nous aussi on est parents, donc c'est toujours encore 5 minutes d'histoire, raconte-nous, j'ai pas envie de rester seule, il fait nuit noire et il y a peut-être un monstre sous le lit. Alors pour dédramatiser vraiment cette nuit et pour emporter l'enfant vers le royaume des songes, eh ben, il suffit tout simplement de raconter des histoires et d'enlever cette peur. Alors déjà avec c'est quoi le sommeil, puis ensuite sur la nuit, effectivement avec des petites notions comme ça de la vie du quotidien pour adoucir ce moment. Donc on a vraiment des livres cartonnés ou des livres avec des petites histoires ou des livres même avec des petits autocollants de petite taille pour leurs petites mains que les enfants vont coller au fur et à mesure à la fin d'une petite histoire. Comme ça, les enfants vont pouvoir suivre la suite et ainsi de suite tous les soirs. Et ça sera beaucoup plus simple. Et finalement, ce moment du coucher sera beaucoup plus agréable et beaucoup plus tendre. Alors, pour les un peu plus âgés, de 5 à 8 ans, il y a le livre de la jungle, l'imaginaire, et y compris l'approche des religions, Nathalie. Oui, c'est vrai qu'on a essayé de trouver déjà au niveau des religions le moyen de pouvoir parler des religions, mais de toutes les religions. Alors au lieu de dire que par exemple cette religion, voilà, elle a telle et telle qualité et peu de défauts ou pas du tout, en réalité nous avons pris des thématiques comme par exemple les lieux de culte, le processus au niveau de la mort par exemple, parce qu'aujourd'hui ce sont des thèmes qui sont abordés très facilement avec les enfants parce que on les accompagne. Ou alors par exemple quels sont les grands maîtres à penser de toutes les religions. Donc là, au mois de septembre est sorti un livre qui s'intitule Le livre des religions. C'est un livre cartonné avec plus de 150 rabats puisqu'il y a des questions et des réponses. Et là, on est vraiment dans l'interrogation et surtout dans la suggestion de dire, c'est pas de dire il y en a une qui est moins bien que l'autre, c'est dans la découverte. Parce que si on connaît l'autre, alors on aura moins peur et on pourra partager cette notion du mieux vivre ensemble. Et pour nous, chez Osborne, c'est ce qui est vraiment important. C'est la pièce maîtresse de tous nos livres. Et c'est pour ça que nos livres sont représentés dans le monde entier. On ne change pas un iota dans un des livres, même si on le voit en Afrique, en Asie, ou en Amérique latine, ou en Europe. Les livres sont identiques. Parce que finalement, le mieux vivre ensemble, surtout avec un livre où on sort, puisque vous parlez de ce genre de documentaire, un livre sur la famille. Et bien aujourd'hui, si on parle de la famille, il faut parler de toutes les familles. Les familles recomposées, les familles homoparentales, les familles dites normales également. Mais on est là pour dire on doit partager des moments et le mieux vivre ensemble doit être un leitmotiv que l'on doit utiliser au quotidien, non seulement en tant qu'adulte, mais également pour les enfants. Parce que c'est dès la petite enfance qu'on forme les jeunes à avoir un esprit ouvert. Et c'est grâce aux livres, et à tous les livres, pas seulement avec les livres Osborne.
Et c'est ce qui est très important aujourd'hui, c'est de leur donner très rapidement un livre, de leur faire comprendre que ce qu'il y a à l'intérieur, il y a de l'imaginaire, mais elle peut aussi dépasser la fiction pour rentrer dans notre quotidien et la réalité. Et ça, c'est vraiment le leitmotiv de Peter Usborne. Alors Nathalie, comme on entre en politique de plus en plus tôt, pour nos futurs présidents en herbe, vous avez sorti un livre sur la politique pour les à peu près dès 9 ans et plus. Ah oui, alors ça c'est un gros challenge. Je vous assure que quand on l'a présenté en réunion, ça a été un livre sur la politique, mais il n'y aura jamais de retour en fait sur ça. Et finalement, là je reviens, j'étais à la 25e heure du Mans, un grand salon tout autour avec la littérature jeunesse, adulte, comics, BD. Et finalement, c'est le livre qu'on nous a demandé en priorité parce qu'aujourd'hui, les enfants, grâce peut-être à Macron qui est jeune et cette envie aussi d'être sur le devant de la scène, les jeunes sont venus à partir de 10-11 ans sur le stand me demander le livre comment on appelle ça, sur la politique. Et donc c'est vrai que ça fait plaisir parce qu'on a tous les systèmes du monde entier, par exemple pour le vote, donc ça c'est très important. Ensuite, la manière d'être dans par exemple l'Assemblée nationale ou la Chambre des Lords, vous voyez un petit peu ce genre de choses. Et puis aussi le statut de président. Est-ce que dans certains pays, le président est vraiment à la tête du pays ou est-ce que c'est un titre honorifique? Donc c'est vraiment un livre très 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 complet autour de la politique et ça fonctionne parce que les jeunes aujourd'hui s'intéressent. Et puis il ne faut pas oublier que quand on va acheter une baguette, on fait déjà de la politique. Absolument. Et alors, une nouvelle collection qui s'ouvre, qui démarre et dont j'aimerais vous entendre parler, ce sont les livres en hébreu. Oui, alors effectivement, vous avez dû voir cet été, je suis partie faire un petit tour en Israël et grâce aux éditions de Sommet en Israël, nos livres, les livres documentaires, maintenant vous pouvez les retrouver dans toutes les meilleures librairies d'Israël, du nord au sud et d'est en ouest, tous nos livres documentaires en hébreu. Alors ça c'est une nouveauté parce que c'est vraiment des livres dont il se sert à l'école. J'ai ma sœur qui est enseignante et elle me dit mais effectivement je me doutais bien que ça faisait partie des éditions Usborne, ce sont des livres dont on vend les droits et que l'on retrouve en Israël. Et on peut parler d'énergie, on peut parler de la météo, on peut parler également d'énormément de choses, de sciences par exemple. Mais tout ça, vous pouvez maintenant les retrouver dans les meilleures librairies d'Israël, en Israël. Et c'est très intéressant parce qu'il y a toujours, par exemple, on a aussi bien New York que l'univers, que les grandes villes du monde, où d'où viennent les aliments. Parce que ce sont des sujets, encore une fois, internationaux et qui intéressent tout le monde. Et ça, c'est aussi les livres documentaires avec lien Internet, parce que ça, c'est Peter Usborne qui a créé les premiers livres, les premiers documentaires avec les liens Internet. Alors, ce sont des liens qui sont redirigés vers notre site, usborne.com ou usborne.fr. Et ensuite, vous avez, suivant le livre, vous tapez le nom du livre et vous avez des informations complémentaires. Alors, aussi bien en Europe, aussi bien en Asie, aussi bien en Afrique et évidemment aussi bien en Israël. Donc, comme ça, pour compléter les données qui vous sont données sur le livre. Mais le livre reste la principale source d'information. Alors Nathalie, la musique adoucissant les mœurs, nous allons terminer avec les livres piano. Ah, j'adore la musique, c'est un moment de plaisir. Et puis vous savez que la musique, non seulement adoucit les mœurs, mais elle donne aussi ce baume au cœur et l'envie de rire et d'avoir un sourire. Tout à fait. Alors nous allons peut-être terminer avec, je vous laisse choisir, ce n'est qu'un au revoir peut-être. Hein. Allez, ce n'est qu'un au revoir avec un beau livre piano, parce que vous savez qu'on a un livre piano, un livre xylophone, un livre batterie. C'est vraiment, on a une très très belle collection. On a même un petit kit pour apprendre à jouer de la flûte. Ça c'est magnifique. Allons-y avec ce n'est qu'un au revoir. Merci Nathalie Crémisy-Silberman. Merci à vous en tout cas de votre accueil. Et puis juste pour vous dire que, allez, c'est bientôt les vacances scolaires.
Il y a une collection qui marche très très bien chez nous. On l'a vendue à plus de 15 millions d'exemplaires depuis qu'elle est sortie sur le marché. Ça s'appelle tout simplement J'allais mes amis avec des petites gommettes et c'est vraiment très bien. Donc profitez-en pour les vacances. Puis je vous remercie énormément Monique. Je vous dis à très bientôt et bonne lecture à tous. Et merci. Surtout, s'il vous plaît, allez en librairie parce que le libraire est toujours prescripteur. Nous allons poursuivre cette émission avec Claude Sidbon, que je ne présente plus. Bonjour Claude. Bonjour. Alors Claude Sidbon, aujourd'hui, voudrait nous parler de Young Pérez, le grand champion de boxe. À toi Claude. Alors, je voudrais d'abord rappeler 2 points. Si aujourd'hui la France rappelle le souvenir de Young Pérez, ce n'est que justice, parce que les gens ont oublié que le culot de la France, qu'en 1931, Young Pérez est vainqueur et champion du monde, ils ont décidé d'en faire un Français alors qu'il est tunisien. Et donc, ce n'est que justice. Par contre, pour la Tunisie, c'est bien plus complexe. Quand ce jeune garçon sur lequel nous allons revenir, Ould Hara, le fils du ghetto, devient champion du monde, et bien à Tunis, quelques temps après, on va faire un stade à la limite sur la route de l'Ariena et on appellera le stade Young Pérez. Ne voilà-t-il pas que dans les années 60, pour des raisons que vous allez comprendre aisément, on enlève le nom à Young Pérez et on dit que ce stade s'appelle stade Chadli-Zuiden. Pourquoi Chadli-Zuiden? Parce que Chadli-Zuiden a une fille et que cette fille a épousé le fils de Bourguiba. Comme on dit chez moi, Faham Yefef, comprenne qui pourra. Donc, je suis triste parce que non seulement on a débaptisé le stade, mais je sais qu'aujourd'hui, il n'y aura ni un boulevard, ni une avenue, ni même une rue, ni même une impasse en Tunisie pour rappeler le souvenir du premier champion du monde tunisien. Qui est Young Pérez? Young Pérez, c'est ce garçon de la Hara dont on a parlé. Vous savez que la Hara, c'est le ghetto de Tunis. Les Juifs vivaient dans la banlieue de Tunis, à Mélassine, et Sidi Mahrez a décidé de faire ce ghetto ouvert, ce qui est un événement assez important. Tous les Juifs de Tunis, même ceux qui ont honte de le rappeler, sortent du ghetto. Albert Memmi dira, c'est le radium de Tunis. Et donc ce petit garçon, Victor Pérez, comme vous le disiez tout juste, élève au Kouteb, élève à l'Alliance de Cazès, parce que c'était le nom du directeur de l'Alliance, son amour pour son instituteur Fitoussi, mais lui, depuis son jeune âge, contrairement à ce que lui disait son instituteur, mais fais des études, tu seras employé de banque. Et lui disait, non, je serai champion du monde de boxe. Et depuis, cette volonté est devenue une obsession, et petit à petit, la chance aidant, il va avoir tant à Tunis qu'en France des managers, Young Pérez et Bellière en France, qui vont faire de lui un boxeur émérite. Il avait sa force. Sa force, si vous voulez, c'était son jeu de jambes. Et il va petit à petit gagner les uns après les autres. Et un jour, son manager Bellière décide de le présenter à Gennaro, qui était le candidat à être champion du monde. Et on va voir que le 16... Et on va voir que le 24 octobre 1931, c'était un lundi, 16 000 spectateurs vont se présenter au Palais des Sports de Paris. La ville entière est tapissée de panneaux d'affichage sur les colonnes Maurice, on voit le nom de Young Pérez, qui ne sait plus où se porter. La presse parle de lui. Il est candidat à se battre contre Gennaro et, contrairement à toute espérance, il va gagner ce combat. Un combat, si vous voulez, qui va être ritueusement... Dans la salle, il y a les Français qui aiment la boxe, mais il y a la colonie tunisienne, la famille de Young Pérez qui a préparé ce combat comme seul Bellière le permet. Il nous disait, il ne faut pas manger, lui qui adorait les boules au miel, qui adorait la dame Lohaya, eh bien, il n'a rien mangé et il est exécuté parce qu'il voulait réussir et il a réussi. Il a réussi, c'est donc quelque chose d'étonnant, c'est quelque chose de peu courant dans le monde juif, j'allais dire. Mais en fait, l'histoire va changer, on va s'apercevoir de petit à petit que ce combat
qui a été dans le cimetière du Borget, il y a une plaque rappelant ça, mais les gens ne se rappelaient plus exactement ce qui s'est passé. Et on va voir petit à petit les choses, comme dans toute l'histoire de la Shoah, les sorts ressortir. Un jour, Jean Daniel est à Jérusalem et il me dit « Mais Claude, tu es au courant du livre de Paul Steinberg, Chronique d'ailleurs, qui a paru chez Ramsey ?» Je dis non. Mais il dit « Eh bien, sache que dans ce livre, il y a un chapitre entier racontant le dernier combat de Young Perez à Auschwitz. Parce qu'il faut vous dire qu'une fois qu'il a réussi, il a été séduit par les femmes et entre les femmes, il a une belle vie, il a vécu à Paris et à Paris il a été emmené à Auschwitz où il va avec son frère disparaître. Mais avant, il va combattre dans ce dernier combat que les nazis ont voulu et qui a été rapporté par deux personnes. J'ai dit Paul Steinberg et il y a encore une autre personne vivante qui est Noah Kliger, qui était dans l'Exodus, qui était à Auschwitz et qui a raconté dans son livre le dernier combat de Young Perez. Alors, aujourd'hui, l'actualité de Young Perez va aller sans cesse grandissante. Il faut reconnaître que cette actualité est le fruit de notre ami le regretté de Dr André Nahum, qui, en publiant un livre très sympathique qui s'appelle 4 boules de cuir ou l'étrange destin de Young Perez, champion du monde de boxe, eh ben, ce livre va être la source de deux choses. D'une part, il va permettre à Wanish de faire un film de fiction, donc qui n'est pas tout à fait la vie de Young Perez. Et le deuxième, c'est justement la petite fille d'André Nahum qui va faire un documentaire beaucoup plus sérieux, beaucoup plus réel. Eh ben, je vais vous dire une chose, si j'ai qu'un vœu, à Tunis, hélas, je ne suis pas sûr qu'il y va avoir un lieu au nom du Young Perez. Il n'y a pas non plus en Israël et je vais me battre pour qu'en Israël aussi, il y ait un lieu qui rappelle cet homme assez exceptionnel. Je veux parler de Young Perez. Parce qu'en fait, il faut rappeler que quand il est arrivé à Auschwitz, le directeur d'Auschwitz, qui était passionné de boxe, a organisé donc ce combat qui était un véritable combat à l'image de l'époque des gladiateurs. Tout à fait, tout à fait. Et pour les nazis, c'était un petit peu ce que s'ils voulaient. Alors que Young Perez, ses dernières forces, c'était quelque chose de tout à fait différent. Alors pour eux, c'était un jeu. C'était un jeu, comme on dit à l'époque, du pain et des jeux. C'était exactement, comme vous dites, un combat de gladiateurs, je crois. Merci Claude Sidbon. Nous allons peut-être donner maintenant un petit peu de son, rappeler ce qu'a été ce dernier combat, puisque Sophie Nahum a monté un très bon documentaire avec Tomer Sisley dans le rôle de Young Perez, qui est décédé donc à l'âge de 33 ans en Pologne, à Auschwitz. La première fois qu'on m'a raconté l'histoire de Victor Pérez, j'étais bouleversé. C'était incroyable, émouvant et terriblement cinématographique. J'ai tout de suite décidé d'en faire un film. J'ai cherché à savoir qui il était, comment il vivait. J'ai rencontré les derniers témoins qui l'ont connu. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça m'amène aussi loin. C'était là, c'était une petite entrée là. L'entrée était là, à côté du monocle. Là. En fait, je viens juste pour repérer l'ancienne entrée, une salle de sport qui était au rez-de-chaussée ici il y a 70 ans, qui s'appelait l'Alhambra. Ah, il ne m'ouvrait pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle ne veut pas m'ouvrir la porte. Elle est pas mal cette photo-là. Elle est pas mal, c'est bien lui ça. Young Perez, champion du monde. Je l'ai connu quand j'ai commencé à faire l'entraînement. De boxe. De boxe. T'avais quel âge? Moi j'avais 15 ans. Il avait du succès avec les nanas, naturellement. On voyait des belles nanas qui arrivaient. Et une chose que je me rappelle, ça m'avait frappé, il avait une voiture américaine décapotable. Il roulait des mécaniques. Il roulait les mécaniques, voilà. Young Perez, désavantagé par sa petite taille, n'en a pas moins d'assurance.
Il se sent prêt et la pensée qu'il va livrer un des plus grands combats de sa carrière dans sa ville natale lui donne... Alors la première fois que je le rencontre, nous sommes rangés l'un derrière l'autre et on va nous marquer le numéro. Le destin est mis dans ce lieu infernal. Le convoi 60, j'étais dans ce convoi avec ma mère et avec ma sœur qui avait 17 ans. Sur la liste, j'ai ce numéro. Le 697. Et voilà, Pérez Victor. Vous voyez, on n'est pas loin, hein. Il n'y a même pas 10 numéros entre nous deux. Bien. Je me tourne vers lui, ben, tout le monde le saluait, Jung, bon. Les Allemands eux-mêmes étaient très impressionnés de savoir que dans ce convoi arrive un champion du monde. Eux aussi collectionnaient des photos, eux aussi devaient acheter des caramels avant d'aller à l'école. Et savoir qu'ils ont un jouet qui s'appelle un champion du monde, ça leur a donné des idées. Le commandant d'Auschwitz III, Heinrich Schwarz, c'est lui qui était un mordu de boxe, qui voulait monter une équipe pour son délassement. Et tous les dimanches, sur la place d'Appel, quand le permettait, il y avait des combats. Il avait promis, ce qu'il a fait d'ailleurs, 1 litre de soupe supplémentaire tous les soirs, une très bonne soupe, à ses boxeurs. C'est pour ça qu'on est allé se faire casser la gueule encore par-dessus le marché. Non seulement on était tous dans la merde, on a encore se faire casser la gueule dans la ring. Mais ce ring a sauvé la vie à quelques-uns de nous. Jung était un tout petit, mais un grand monsieur, sans aucun doute. Et quand Jung s'est fait descendre, c'était pour moi une tragédie. Si tu veux bien, j'aimerais bien faire une photo avec toi, moi. Et tu sais, j'ai une fille qui a 2 ans et demi. Je voudrais qu'il y ait un lien physique, tu sais, je veux qu'il y ait un truc... une trace de regarde, c'est pas si loin que ça. On peut la faire en photo? Ben, naturellement, on va la faire. Mais il faut la faire le plus tôt possible. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et spectacle.